je ne sais pas s'il y aura du monde. Alors, chaque fois que je vous vois, je me dis, vous attendez qu'il y ait des gens debout pour dire qu'il y a du monde, parce que donc c'est quand même exceptionnel. Quand j'ai entendu ensuite que c'est des gens qui se plaignent de ne pas avoir du monde, mais ils mettent ça le samedi à 4 heures quand il fait beau à Biarritz, il faut quand même oser. Donc je me suis dit, bon, ça vaut le coup donc de revenir et de parler de ces événements. Philippe a très bien présenté le sujet. De toute façon, il a oublié de mentionner qu'on fera 2 conférences pour le prix d'une. Et comme c'était gratuit, de toute manière, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez partir 2 fois plus vite aussi si ça ne vous intéresse pas. Le problème que vous avez peut-être repéré pour ceux qui étaient là la fois précédente, c'est que la conférence ne mentionne pas dans son titre de date. Donc ce n'est pas un oubli. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser à la géographie, mais de façon un peu plus intéressante ou peut-être surprenante au départ, mais si vous tenez le coup, ça sera bon. D'accord? Donc un travail de préparation, on va d'abord parler de ce qu'on appelle le champ, hein? Donc un cadre, champ d'action, champ de conflit. Alors la plupart des gens sont sensibles au conflit. Alors sensibles, il faut s'entendre, hein, c'est pas qu'ils aiment ça, mais ils se réveillent quand il y a un conflit. Or un conflit ne commence pas. Il suit un processus. Le problème, donc, c'est de se réveiller au moment où le processus se met en marche. Par exemple, puisque tu as mentionné le problème du génocide, donc, quand je parlais à des spécialistes de génocide en Australie, qui faisaient leurs études en master, et je leur disais, si vous êtes spécialiste de génocide a posteriori, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'à posteriori, on est tous d'accord. Vous voyez ? Il y a une différence énorme entre être d'accord sur le génocide du Rwanda pendant qu'il a lieu et être d'accord 10 ans après. 10 ans après, on est tous d'accord et on est même tous spécialistes. Vous devez remarquer ça. Donc, moi, ce que je disais, c'est que si on est spécialiste de génocide, ça veut dire que dès qu'on voit des traces ou des indices qui vont créer ce processus, il faut sonner la sonnette d'alarme et se dire peut-être qu'il y a un danger. Alors, toujours le même problème, le syndrome de Cassandre. Vous pouvez bien l'annoncer, les gens ne tiennent pas compte de ce que vous dites. Après, on vous dit, bah, vous devez être content puisque vous avez été justifié a posteriori. Et en général, ça fait quand même une différence avec un certain nombre de victimes. Alors, les conflits en Orient, c'est assez intéressant, c'est pareil, c'est ce qui est en train de se passer en France. Les gens d'un seul coup s'intéressent aux conflits en Orient. D'accord? Maintenant, quoi. Donc avant, il n'y en avait pas. Puisqu'on s'intéresse maintenant. Comme on est spécialiste du maintenant, on ne peut pas être spécialiste du passé. Ce qui fait qu'en fait, après, on sera hors spécialité, puisqu'on sera dans l'avenir. Pour vous rendre compte à quel point ça peut être paradoxal, vous pouvez dire que vous vous intéressez à ce moment-là, et vous vous demandez pendant combien de temps vous serez intéressé. Donc il y avait un commentaire de la part d'un grand chef. Moi, j'ai l'habitude de prendre des exemples de tous les domaines, hein, comme ça vous... mais pas simplement dans un cadre. Un grand chef disait, on confond la passion en cuisine avec la passion. Et il disait, la passion en cuisine, ça dure 2 ou 3 heures. Vous voyez ? Donc il y en a plein qui adorent faire de la cuisine, ils sont à fond dedans pendant 2 ou 3 heures, et en fait, quand ils vont recruter, les gens qui sont des chefs, ils vont recruter des gens qui ont de la passion, c'est 24 heures sur 24. C'est complètement différent. Donc là, c'est pareil. Pour la stratégie, en général, les gens s'intéressent au processus de guerre quand la guerre apparaît, considérant que la paix est naturelle. Et en fait, en stratégie, c'est exactement le contraire. On considère que c'est la guerre qui est naturelle et la paix qui est problématique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un moment de pause. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ce moment de pause. Et la meilleure façon de le voir, c'est que si vous demandez à une population sociale si elle est en conflit ou pas, la plupart du temps, elle dit non. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est sans arrêt. Donc on a ce paradoxe. La société travaille beaucoup dans le présent et très peu dans le passé et l'avenir. Donc cette couche de présent, elle a tendance à la répéter.
pour se mettre à l'abri dans une sorte de cocoon effect qui lui permet de dire bah, on n'a pas de problème en ce moment. Donc évidemment, il faut bien vous rappeler de cette phrase, vous voyez c'est presque une tautologie, il n'y a pas de problème avant le problème. C'est ça le problème. Vous voyez? Parce que quand il y a le problème, si quelqu'un essaie de vous convaincre qu'on est dans une situation problématique, vous allez dire bah oui je vois. Mais si vous dit vous allez avoir un problème. Donc on a un processus, si vous voulez, de prophétie. Et la plupart des gens en prophétie sont contre. Alors c'est très drôle parce qu'ils sont tous contre, mais ils regardent tous l'astrologie. Voilà. Donc c'est très simple, normalement, on devrait regarder cette rubrique pour savoir s'il y aura un conflit. Or, en fait, ces rubriques sont faites pour une visée personnelle et pas une visée collective. Donc vous n'avez jamais ce genre de prédiction. Alors, l'aspect prédictif, maintenant, vous allez voir comment ça se passe. Quand on a un conflit, par exemple en Orient, on dit on est surpris, avant ça se passait bien. Il faut préciser avant quand même. Hein. Alors, avant combien de temps? Quelques minutes, quelques heures, quelques années, quelques décennies ou quelques siècles? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la société oublie, et d'un seul coup, elle est surprise par un événement qui est complètement nouveau. Alors, c'est assez intéressant. On regarde, par exemple, le phénomène islamique, on dit, tiens, c'est nouveau. Enfin, les élections avec le fils, c'était en 92 en Algérie. Donc, comme quelque chose de nouveau. Alors, si on regarde ça sur l'ensemble, vous vous rappelez quand même l'année de l'Hégire, donc ça commence pas maintenant. Hein, et on peut se poser la question suivante. Pourquoi les conflits ont toujours lieu sur un échiquier? C'est vrai, regardez un échiquier, vous dites, oh là là, ça donne encore. Évidemment, c'est un échiquier. Vous avez déjà vu des parties à côté de l'échiquier? Non. Et l'autre problème, en fait, c'est de savoir si, au niveau géopolitique et géostratégique, une situation est un échiquier. Alors, dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réfléchit d'abord au cadre, d'abord l'échiquier, comment on le positionne, donc qui sont les joueurs, quand c'est qu'on met les pièces et les pions, et ensuite quand c'est qu'il y a la première activation d'un processus d'échange. Bon. Alors, un échiquier, ça veut dire quoi? Donc, peut-être pour vous surprendre au début, on pourrait dire, par exemple, que les hommes bleus, les Touaregs, elle était surprise là-dedans. Oui. Non, ça s'est vu, ça s'est vu. Vous pouvez noter, surprise. Mais bon. Les hommes bleus, en fait, sont des spécialistes du désert. Ça, c'est la vision premier degré. En fait, c'est des spécialistes d'oasis. Parce que des spécialistes du désert avec que du désert, ça veut dire mort. Vous voyez? Or, ils sont vivants depuis des siècles. Ça veut dire, en fait, ils sont capables de repérer les points d'eau. Donc, si vous réfléchissez bien, ce sont des marins du désert. Évidemment, si on vous le dit sans aucune préparation, vous dites qu'il y a une erreur. Bon. Eh bien, pourtant, réfléchissez bien. En eau, eh bien, quand vous êtes en mer, vous ne pouvez pas boire de l'eau. Dès que vous partez en mer, votre premier problème, c'est où se trouve le port. Donc, les gens donnent énormément de statut à la notion de mer, mais en réalité, c'est un problème de port. Aucune référence à l'islamisme. Donc, pour l'instant, quelle est l'idée? C'est que quand vous avez un port, la plupart des gens pensent que c'est pour partir, alors que les ports se construisent pour revenir. On est d'accord? Parce que pour partir, c'est toujours facile. Pour revenir sur terre, c'est toujours difficile. Donc, en fait, le problème de l'oasis, second degré maintenant, au départ, on croit que c'est pour aller boire de l'eau. Non. C'est pour qu'il y en reste. Donc, vous allez voir que les gens qui sont spécialisés d'oasis creusent, parce que ça sent sable. Et donc, s'ils laissent un certain niveau passer, quand ils vont revenir, il sera mort, le point d'eau. S'ils ne le laissent pas, ils creusent un peu, le temps qu'ils reviennent, il est encore là. Vous voyez? Bon. Alors ça, c'est un processus qu'on voit, par exemple, en cryptographie, pour les mots de passe. Vous avez un mot de passe.
Si moi je mets une semaine pour casser votre mot de passe, si vous le changez tous les jours, vous êtes à l'abri. Donc moi je suis le sable et vous êtes Touareg. Si par exemple vous mettez une semaine pour changer votre mot de passe et moi je le casse en un jour, vous avez un problème. Donc c'est un problème de temps entre les deux. Et souvent dans les processus de conflit, c'est qu'on a un mauvais timing. On croit que l'autre ne va pas le faire, il le fait, le temps qu'on comprenne qu'il l'a fait, c'est trop tard. Alors le problème donc c'est quelle est la différence entre tard et trop tard? Et oui, ben, c'est le problème. Parce que justement, si vous n'avez pas le temps de repérer le problème, vous êtes tout de suite dans le trop tard. Quand vous êtes dans le trop tard, vous croyez l'autre, mais en fait vous n'avez pas besoin de le croire parce que ça se voit. C'est bon? Vous êtes réglé, Mathieu, c'est bien. Ça, c'est pour vous préparer parce que des fois, on regarde les infos et en fait, quand on regarde les infos, on est dans le trop tard. Oui, non, mais c'est pas la faute des infos. Hein. Ne commencez pas les trucs, les généralités, les journalistes sont tous comme ça, etc. Les journalistes, ils sont tous comme ça parce que le public est tous comme ça. Sinon, les journalistes seraient autrement si le public était autrement. Oui, donc en fait, c'est... Après, on dit les hommes politiques sont tous comme ça, etc. Bon, alors pourquoi c'est dans le trop tard? Parce qu'évidemment, pour le journaliste, pour qu'il le dise, il faut que ça s'est passé. Si ça s'est passé, il faut quand même un certain temps entre le moment où ça s'est passé, où ça va être annoncé. Et puis après, en plus, vous avez un autre problème, c'est que vous pouvez diffuser qu'à 20h. Alors, non. C'est une bonne remarque, mais les terroristes sont meilleurs que vous. Parce qu'ils font juste avant 20h. Je te dis, si je le fais après 20h, ça passe la journée suivante. Si je fais les événements, il a le temps de le capter, hop, il le passe, ça fait scoop, ils sont tous contents. Bon. Simplement, c'est un faux scoop, puisque ça a été fabriqué à la source. Je vous donne un exemple. Vous jouez au jeu d'échecs, vous avez 1h30 pour jouer 40 coups. 1h30 vous, 1h30 votre adversaire. Vous êtes maintenant journaliste, vous voulez filmer la partie. C'est long, hein? Bien, qu'est-ce qui se passe? En général, au moment où arrive le journaliste, il y en a un des deux qui joue. Donc il y a un événement juste à ce moment-là. Mais en fait, l'événement a eu lieu pas parce que le journaliste a capté l'événement, parce qu'ils ont créé l'événement au moment où il y avait le journaliste. Or, cet événement n'est pas du tout révélateur, parce que si vous imaginez, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils ont joué 80 coups en 3 heures. Ben, vous faites 60 x 3, vous divisez par 80, et vous comprenez ce qui se passe. Ben, il y avait plus de chances d'être dans le vide, donc il n'y a rien. Vous les voyez tous les deux en train de réfléchir, vous ne savez même pas qui joue. C'est pareil pour les conflits. Les conflits, alors, donc ça nous intéresse quand il y a un échange, quand il y a un mouvement. Ça nous intéresse intellectuellement. Je ne parle pas sur le plan de sentiments humains, ni que ça nous fait de la peine. Hein. On en est, pour le moment, simplement à l'activité de mouvement. C'est comme les dinosaures, vous savez, enfin bon, c'est un conseil qui n'est plus... Enfin, on a quand même des oiseaux encore. Bon. Mais les dinosaures, donc comme les oiseaux, et même vos poules, repèrent les mouvements. Et ils ne vous repèrent pas vous. Ils repèrent votre mouvement. Or, vous étiez déjà avant. Et bien, c'est pareil pour les conflits. Nous, on repère les mouvements, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'ils ont été préparés. Par exemple, si vous voyez quelqu'un en train de ramasser des pierres, et il les entasse à un endroit, vous dites, tiens, il entasse des pierres. Non? Donc vous dites, c'est sans intérêt. Qu'est-ce qui a un intérêt? C'est quand quelqu'un jette des pierres. D'accord? Le problème, c'est combien il peut en jeter s'il n'a pas préparé ses pierres? Donc, si vous voulez avoir une guerre de pierres, il faut avoir une guerre de tas de pierres. Et oui, c'est la logistique. Si vous repérez une cité où d'un seul coup vous avez des tas de pierres à différents endroits, c'est inquiétant. Parce que ça se prépare à la phase suivante. La plupart du temps, donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit le jet de pierre. Et puis ensuite, il est multiplié. Mais on ne se rend pas compte de l'infrastructure et du travail de soutien pour avoir ce geste répété. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Quand on parle de génocide, on dit un génocide, hop, toc, 24 avril. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Parce que vous ne pouvez pas éliminer 1,5 million de personnes en un jour.
Donc il faut quelque chose avant. Donc ça, c'est la symbolique, évidemment. Mais si on vous dit 1894-1923, vous dites là, c'est peut-être, ça prépare le terrain. Donc le problème, c'est la préparation du terrain. Alors le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très forts pour être sur les planches. C'est ce qu'on voit, c'est les acteurs. Mais un acteur sans scénario et sans mise en scène, c'est un improvisateur. Donc une durée très courte. Parce que, ou alors même dans ce domaine, il faudrait qu'il soit non improvisé, son improvisation, parce qu'il faudrait qu'il s'entraîne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous vous préparez à voir cette situation de conflit, il faut voir qu'est-ce qui se prépare juste avant. Comment être prêt pour le juste avant? C'est le problème en fait du cadre. Par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Jésus-Christ est né là? Vous pourriez dire, il est né là parce qu'il est né là. C'est la réponse en fait que vous donnez à vos enfants en général. Ah oui, imaginez votre enfant qui vous pose cette question. Et vous lui dites, ben voilà, il est né là. En fait, si vous êtes plus précis, vous savez qu'il devait naître là. Et oui, prophétie. On pouvait même déplacer où il était né. On pouvait même déplacer la date de naissance. La seule chose qu'on ne déplace pas, c'est la date de mort et la situation de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense vraiment que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Exactement, le 25, quoi, je veux dire. Vous imaginez, on est d'accord. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on comprend bien, c'est que c'était bien que ça soit près du 21. Maintenant, si vous êtes décalé avec les calendriers, vous pouvez avoir 13 jours de décalage. Mais c'est ça l'ordre de grandeur. Mais personne ne va décaler, pas même d'un seul jour, Pâques. Le plus surprenant, c'est que Pâques est mobile, Noël ne l'est pas. Et comme il ne l'est pas, il a fallu le décaler pour que ça soit bien calé. Et oui, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, vous vous mettez sur lui. Si ça ne bouge pas, il faut le mettre là où il faut le caler. C'est ce qu'on appelle du calibrage. Bon. Le calibrage, en fait, se situe où? Eh bien, on a un problème avec les mers. Non, pas vous. Les mers, vous êtes de l'océan. Alors, les mers, je vais vous la faire courte pour vous rendre compte de ce que je vais dire. Dans 500 ans, on aura des conflits en Orient. Alors, normalement, vous êtes des gens bien, normaux, vous allez dire, on n'en a rien à foutre, c'est dans 500 ans. Mais, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un aspect diachronique. Alors, pourquoi il y aura un conflit? Tout simplement parce qu'on a 3 continents qui se rejoignent au même endroit. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Je veux dire, tant que la tectonique des plaques ne bougera pas assez, eh bien, on aura un problème. Donc, on a l'Afrique, on a l'Asie et l'Europe. 3 continents. Attention, ce n'est pas des États, c'est des continents. Ça veut dire que c'est une échelle très vaste, avec un point de contact triple à un endroit très précis par rapport à l'échelle. Bon. Ensuite, on a les mers. Quoi? La mer Méditerranée, la plus courante pour nous. La mer Caspienne. Vous avez la mer Rouge. Si vous voulez, un peu la mer d'Aral pour les plus spécialistes. Ça, si vous voulez, ça va vous fixer une zone. Essayez de réfléchir maintenant en termes de désert. Vous avez un désert où il y a un endroit où il y a 5 points d'eau. Bon. Ensuite, pour la mer Méditerranée, vous n'avez que 3 ouvertures. Donc Gibraltar, très loin, mais ça donne un accès à l'océan. Ensuite, on a Byzance et on a le canal de Suez. Bon. Si vous remarquez maintenant le canal de Suez, ça va être la jonction entre la mer Blanche, donc la mer Méditerranée, la mer Rouge et la mer Blanche, avec l'autre point de passage, se relie à la mer Noire. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce point, eh bien, c'est difficile à déplacer. Vous voulez déplacer quoi? Les mers? La seule chose qui a été une innovation, ça a été le canal de Suez.
Quand le canal de Suez a été inventé, les gens n'ont pas compris que ça pouvait avoir des répercussions énormes sur la géopolitique et pas simplement sur le commerce. Donc il faut bien vous rappeler que quand on réfléchit à un niveau bas en géopolitique, ça nous ramène à l'économie. Si on l'élève, ça fait de la géoéconomie, qui fait partie en fait de la géopolitique. Donc on regarde d'abord le commercial. Quand on regarde les Phéniciens, tout le monde parle des comptoirs. Mais est-ce que vous posez la question où ils se trouvent exactement les comptoirs? À part le fait qu'ils soient au bord de l'eau. Donc un comptoir, pour vous, c'est quelque chose qui appartient à l'eau ou à la terre? Alors, souvenez-vous, je vous donne un indice. En stratégie, quand on vous donne 2 choix, prenez le 3e. D'accord? Donc ça appartient à l'interface. L'interface est une donnée très importante. Donc si elle est neutralisée, ça va être une buffer zone. Si elle n'est pas neutralisée, ça va être une frontière avec une zone de conflit. Si elle est triple, ça sera un point de contact triple. En tout cas, ça sera une interface. Maintenant, il ne faut pas oublier des choses très importantes. Nous, en France, on n'a pas l'habitude de ça parce qu'on a trop d'eau. Des fois, d'avoir trop d'eau, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire d'en avoir. Donc, essayez d'imaginer, par exemple, la France sans le Rhône. C'est jouable. Essayez d'imaginer l'Égypte sans le Nil. C'est pas jouable. Bon. Donc, en fait, on pourrait se dire maintenant, soit il y a l'Égypte qui a le Nil, soit l'Égypte, c'est l'extension du Nil. Et si vous regardez un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que tout se fonctionne par rapport au Nil. Même la géométrie a été inventée par rapport au Nil, parce que comme il y avait des débordements et des inondations, il fallait remesurer la terre, donc recalculer de façon métrique le géo, donc la terre, pour ramener à un partage. Ce qui veut dire concrètement quoi? Eh bien, le fleuve n'a pas bougé. Donc maintenant, je l'ai fait à l'envers. Pourquoi les pyramides sont là? Alors au départ, vous allez commencer à dire, oui, parce que c'est sacré, parce que c'est important pour eux. Oui, enfin, c'est pas très loin du Nil. Hein. Vous voyez? Quelle est l'idée? C'est qu'il y a des données qui sont par la suite anthropomorphiques, mais elles étaient avant. Donc, quand vous regardez par exemple des villes, souvent vous dites les villes c'est placé au hasard. Pas du tout. Hein, pas du tout. Vous avez énormément de villes qui sont placées sur des fleuves et énormément de villes qui sont placées sur double fleuve, c'est-à-dire avec un point de contact. Et comme par hasard, la ville est sur le point triple où il y a les 3 points. Pourquoi elle n'est pas 20 km plus loin? Et comme par hasard, elle est là. Ben, c'est très simple, parce que les gens ont besoin d'eau. Bon. Alors là, maintenant, c'est bien plus simple, parce qu'on est dans le désert, en Orient. Conflit en Orient. Donc, les points d'eau sont importants. Les fleuves, 2 fleuves considérables, Tigre et Euphrate. Et donc, toute la thématique, ça va être, si on est entre les deux, Mésopotamie, hein, qui signifie entre les 2 fleuves, littéralement, si on va être de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc le positionnement, on va avoir un positionnement par rapport aux mers, par rapport au triple point de contact et par rapport aux fleuves, donc 3 fleuves très importants, le Nil, Tigre et Euphrate. Maintenant, si vous regardez, essayons, ça va te faire plaisir, tu vas voir. Donc essayez d'imaginer que vous êtes des extraterrestres et vous regardez simplement les points d'impact de conflit sans savoir rien sur l'histoire de la Terre. En fait, avec les points d'impact de conflit, vous pouvez retrouver de la géographie. Parce qu'au départ, on a l'impression qu'on les choisit. En fait, c'est le cadre du théâtre qui nous choisit. Si on a un point d'eau, ben, il va y avoir des gens qui vont voir ce point d'eau. Il y aura ceux qui l'auront en premier, ceux qui voudront le conquérir, ceux qui voudront le défendre, ceux qui voudront le reconquérir. Bon, c'est très simple, hein, vous virez le point d'eau. Plus de conflit? Oui. Bon, alors, donc c'est le problème des sources, maintenant. Quand on est arrivé au problème des sources, eh bien, on va se rendre compte d'un autre problème. La plupart des temps, nous, on réfléchit par rapport aux oléoducs et aux gazoducs. Tout le monde entend ça. Bon, ben, c'est des fleuves.
C'est des fleuves artificiels. Bon. La différence entre un fleuve artificiel et un fleuve normal. Grégoire, tu dis rien. Mais tu n'en passes pas moins. Je te vois réfléchir. La différence, c'est que si quelqu'un vous embête, ben vous décalez le fleuve artificiel. Mais pour décaler un fleuve naturel, c'est quand même... Hein, c'est autre chose. Alors quand c'est des petits, quand c'est une rivière, c'est jouable. Si c'est un fleuve genre Nil, pour le décaler, vous pouvez y aller. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre artificiel, ce qui est important, ce n'est pas les fleuves artificiels, c'est les points de source d'énergie. Donc là, maintenant, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a dit ne parlait pas d'énergie. On parlait simplement de survie. Donc c'était l'idée, c'est est-ce qu'on peut vivre dans ces régions avec une très forte chaleur sans eau? Non. Si on en a de l'eau, est-ce qu'on peut vivre en faisant autre chose? Eh bien, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a le problème de l'énergie. Alors l'énergie, évidemment, ça a donné le pétrole et le gaz. D'accord? Alors, si vous combinez maintenant l'énergie avec la stratégie, eh bien vous pouvez produire de l'économie. Si vous faites l'erreur de combiner l'énergie avec l'économie seulement, vous ferez du commerce. Et donc quand quelqu'un va venir plus fort que vous intervenir sur vous, eh bien c'est très simple, c'est la fin de votre commerce. Il y a des gens qui ouvrent des commerces dans les villes, d'accord? Ils ouvrent leur magasin, ça pète le feu, super. Puis il y a un mec qui s'installe à 50 mètres, et c'est... Parce qu'ils ne savaient pas qu'en fait il allait avoir quelqu'un qui a acheté le terrain qui ferait le même boulot. C'est dommage quand même, non? Parce que celui qui lui a vendu le magasin, il ne lui a pas dit, tu sais, dans 2 ans, il s'installe là. Vous imaginez, par exemple, vous avez une petite épicerie et s'installe à côté de vous un supermarché, ça aide vachement. Eh bien, c'est le problème des sources. Alors, le problème des sources, c'est la comparaison des sources. Quelle est la taille? Alors, les sources petites, c'est les sources qui sont ce qu'on appelle les locales. Donc, par exemple, si vous voulez, oasis, c'est local, fleuve, c'est global. Si vous avez une source locale, si à proximité de vous apparaît une source globale, c'est fini pour la source locale. Vous avez une petite rue et d'un seul coup apparaît une autoroute. Donc plus personne ne passe par votre petite rue. Vous avez mis votre établissement sur la petite rue et tout le monde est sur la grande artère, donc ça ne joue plus. Eh bien, le problème, c'est quand on a des sources stratégiques. Alors pourquoi? Ce n'est pas un problème, c'est qu'en fait, ça ne se déplace pas. L'Arabie Saoudite, vous voyez la situation, hein, où ça se trouve? Ça représente 220 milliards barils de pétrole. Là. Pas à côté. Non, je parle de la valeur. La valeur. La valeur, ne regardez pas par an, donc c'est une bonne remarque. Si vous regardez par an, ça va dépendre du consommateur. Donc si quelqu'un achète moins, ben, il en aura moins. Bon, il va en produire moins. Des fois, vous pouvez être producteur et en produire moins exprès, pour produire de la rareté. Bon. Alors, là, la différence, c'est que si votre gisement est stratégique, vous imaginez que ça se déplace encore moins. Bon, si je vous dis, par exemple, que dans la région Kurdistan et assyro-chaldéenne, on est rempli de gisements stratégiques. Moussoul. Vous voyez? Alors, en fait, il y a des noms qu'on a associés de façon artificielle à une donnée dans le coin, du genre il y a des habitants, mais en fait, c'est pas ça. Il faut les associer au fleuve naturel, au point d'eau, à la rareté du point d'eau relative sur le plan local et global, et à la source d'énergie qui est très importante. Si maintenant vous utilisez cet ensemble-là, vous pouvez maintenant installer les religions. Eh oui. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut bien croire à la suite. Je ne définis pas encore la suite. On veut croire à la suite.
Voilà, on se dit ça ne peut pas terminer comme ça. Si ça ne termine pas comme ça, il faut voir comment ça se suit. Pour avoir une suite, il faut avoir un continuum. En plus simple. Vous allez à l'église parce qu'il y a la messe. Vous allez à l'église parce qu'il y a la messe ou parce qu'il y a le prêtre qui fait la messe. Vous allez à l'église parce qu'il y a le prêtre qui fait la messe, parce qu'il y a des gens qui lui permettent de faire la messe, ou il fait la messe tout seul. Vous voyez, donc c'est un cercle vicieux, parce qu'il ne peut pas faire la messe tout seul. Bon. Donc en fait, le problème ensuite, et ça vous allez le repérer tout de suite, dans n'importe quelle religion, la localisation du temple, la localisation de l'église, la location, je parle de l'entité sacrée. Eh bien, vous allez vous rendre compte que, complètement par hasard, c'est relié à des sources. Vous allez me dire, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est pas naturel? Eh bien, c'est naturel, pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez construire un monastère, et il n'y a aucun point d'eau dans le coin, ils font comment, les moines? Si vous voulez construire un monastère, vous avez besoin d'un lieu robuste aux attaques, d'un lieu viable. Donc ça peut être un puits, hein, le point d'eau, hein, c'est pas forcément. Hein. D'un lieu protégé, non visible. Ne vous mélangez pas, ça n'a rien à voir avec une église. Une église, elle est en pleine ville. Elle a une situation non stratégique, parce qu'elle est accessible à tout le monde. C'est complètement différent. Donc les églises se constituent bien en temps de paix. Elles tiennent très peu en temps de guerre. Les monastères se constituent de façon indifférenciée en temps de guerre ou temps de paix et résistent très bien aux guerres. Donc cette configuration complètement différente va nous amener à vous rendre compte que ce n'est pas par hasard qu'on parle de tous ces événements en Orient, puisque au même endroit, on a 3 religions monothéistes. Quand je dis au même endroit, à taille près, hein, d'accord. Mais quand même, pour Jérusalem, c'est vraiment le cas. Et si vous prenez la Médina et la Mecque, c'est pas très loin par rapport à la géographie, évidemment, mondiale. Mais vous allez vous retrouver à Jérusalem avec un point triple, hein, quand même. Donc avec une volonté d'évincer les 2 autres au même endroit. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir un point stratégique. Mais ça va devenir un point stratégique, non pas dans le présent, mais dans la diachronicité. Pourquoi? Eh bien, vous allez vous rendre compte, par exemple, ça fait quand même, que vous soyez croyant ou athée, enfin, si vous êtes athée, vous avez un problème, vous allez voir pourquoi. Parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on parle de Jésus. Vous voyez? Bon. Si vous réfléchissez bien à l'histoire, si vous avez bien lu ces éléments, vous allez vous rendre compte quand même quel impact pour une personne avec 12 personnes 2000 ans après. Alors qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est un truc local, quoi. Parce que attention, hein, ce qu'on est en train de critiquer là, c'était la vision romaine de l'époque. Or, la vision romaine de l'époque, c'est je gère l'ensemble du bassin méditerranéen et à un endroit, seulement un endroit, j'ai un problème. Juste à un endroit. Alors, c'est très drôle, vous savez, les sociétés commencent comme ça. Au départ, elles appellent ça exception. Donc, tout se passe bien, sauf à cet endroit, c'est une exception à la règle. Et puis le problème, c'est que dans les situations géostratégiques et géopolitiques, l'exception est de règle. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit l'empire qui va s'installer sur l'Europe, la Méditerranée, l'Asie, l'Afrique, à cet endroit, il y aura toujours des problèmes. À moins qu'il arrive à défoncer toutes les montagnes, unifier les mers, enfin effacer l'endroit. Dans un autre cas de configuration, on a toujours un aspect problématique parce que vous êtes sur une singularité. Alors pourquoi une singularité? Parce qu'une singularité, si vous voulez, c'est un point local instable. Alors essayons de définir ça. Vous voyez par exemple quand vous faites du vélo, il y a des places assises. Hein.
Non, mais vous savez pas combien de temps ça dure avec moi, c'est pour ça. Non, non, regardez, laissez-lui une place, parce qu'elle est encore innocente. Bon. Quand vous êtes sur un vélo, vous êtes en déséquilibre stable. Donc, vous marchez à droite et à gauche et vous allez devant. C'est un bon modèle. Si vous essayez d'être en équilibre, vous êtes en instable. D'ailleurs, c'est très difficile de faire de l'équilibre avec un vélo. Alors que c'est très facile de faire du déséquilibre, ça s'appelle faire du vélo. Quand les gens vous disent « c'est bien d'être équilibré », pas pour le vélo. Donc on vous met des petits trous, vous voyez? Non, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte maintenant, c'est que si l'enfant, vous lui apprenez le vélo avec les petits trous, quand vous lui enlevez les petits trous, il se casse la gueule. Eh bien, c'est le problème des conflits. Il y a des gens qui sont remplis de petits trous. C'est pas Gainsbourg, hein, c'est l'autre. Et en fait, le problème, c'est que d'un seul coup, on en enlève une de petits trous. Juste une. Il n'y a plus la même coalition. Et d'un seul coup, là, il y a un problème, parce qu'il n'est plus habitué à ça. Bon. Donc, ce qui est très important pour le vélo, surtout si vous avez des enfants et des petits-enfants, apprenez-leur dès le début que la définition du vélo, c'est d'être en déséquilibre stable sur deux roues. Alors, ça va se passer comment en conflit? En conflit, ça veut dire que si vous êtes en statique, eh bien, vous êtes une cible. Si vous êtes dynamique, vous pouvez être chasseur. Si vous êtes dans le cadre de la contre-attaque, vous pouvez devenir une cible qui devient chasseur. Si vous êtes en défense, vous serez un chasseur qui devient cible. Vous entendez le mot de sniper. Très important. Alors le problème du sniper, c'est le suivant. C'est vraiment un paradoxe à résoudre. Il doit être fixe, invisible, pour